Bonjour, je vous fais un petit podcast aujourd'hui, un peu à saveur électorale, on va dire ça comme ça, mais je vous parle un peu de toutes sortes de choses, aujourd'hui de toute façon. Mais je vais tenter de faire un podcast qui est quand même un peu moins long qu'à l'habitude. Donc, je vous reviens tout de suite après la pause. Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com. Bonjour, mon nom est Mario Labrec. Donc, un petit podcast aujourd'hui. Je voulais parler rapidement concernant la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. C'est surtout, je pense, Jean Charest et Pierre Poilievre qui sont en, en concurrence dans ce rôle-là. Je pense personnellement que Poilievre a plus de chances que Charest, mais on ne sait jamais. Ça va dépendre carrément là, pas de l'arrogance, mais de la façon dont les gens vont percevoir chaque candidat. Mais j'ai bien hâte de voir. Poilievre propose pas mal de choses, on peut dire de la droite, un peu plus conservateur, tandis que Charest, ben, on connaît un peu le bilan de Jean Charest. C'est peut-être ça qui va lui nuire à ce niveau-là. Mais je ne sais pas comment ça va se dessiner exactement. Mais il reste que j'ai vu un peu les débats. Euh, c'est spécial à voir aller, ça se pointe assez fort. J'ai hâte de voir après, est-ce qu'ils vont être capables de ramener tout le monde dans le bon sens, dans le même parti. J'ai j'ai de la misère à voir comment ça va se passer, mais je m'y connais pas énormément non plus, mais c'est juste drôle à voir aller. Euh, je vous parle également des élections, les élections qui s'en viennent à l'automne au niveau provincial. Ça aussi, ça va être spécial de voir la CAQ qui est présentement arrogante face aux sondages qu'ils ont, qui leur donnent une bonne avance, etc., etc. Par contre, les sondages, faut faire attention parce que c'est des sondages légers. Est-ce que, comme par hasard, on fait dire ce qu'on veut un peu au sondage? J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être le résultat réel. Le lendemain des élections, on va le savoir c'est quoi exactement qui va s'être passé. Est-ce que Duhem a des chances de brasser la cage? Je pense que oui. Pour plusieurs raisons. L'arrogance de la CAQ fait peut-être en sorte que des gens vont vouloir voter ailleurs pour justement faire sentir qu'il ne faut pas être trop confiant puis il faut faire attention. Et il y a certaines personnes qui vont voter du M également parce que ils se sentent un peu coincés. Le confinement, qu'est-ce qui s'est passé, ils ne sont pas en accord du tout avec ça. La vaccination, comment on a traité les gens, comment on a traité les gens en CHSLD, en résidence de personnes âgées. Je pense que ça va lui nuire énormément à M. Legault, ce côté-là d'arrogance qui dit ou qui fait comme s'il avait fait des merveilles pendant la pandémie et pendant le mandat qu'ils ont eu jusqu'à date. J'ai écouté hier et il y en a qui ont passé une cote d'un enregistrement de Legault qui disait, je pense que c'était à Dutrissac, qui disait tout simplement que lui, pendant les 3 premières années, il allait prendre ça relax parce que quand on est dans l'opposition, il faut donner notre maximum à tous les jours, tandis que quand on est élu, ben ça devient moins important, on peut prendre ça plus relax. Mais la dernière année, l'année de l'élection, ben là, il faut se remettre dedans, puis il faut bouger les choses, etc., etc. Puis même à la fin de la question ou de la réponse que Legault a donnée, ben Dutrissac a dit ouais, c'est peut-être pas. Il aurait peut-être pas fallu que vous disiez ça. Probablement qu'il y en a qui vont vous le dire après. Ouais, j'ai peut-être trop parlé, là, mais bon. Euh, je ne sais pas comment. Encore là, de toute façon, les médias traditionnels euh, ne passeront pas cet extrait-là, ne taperont pas sur ce clou-là. De toute façon, ils protègent la CAQ et M. Legault de toute façon. Fait que ça fait en sorte que il est dans un siège où il n'a pas d'opposition au niveau des médias. Tout le monde l'appuie au niveau des médias. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce que les subventions données aux médias ou la publicité déguisée en fausse subvention,
ben, fait en sorte que les gens qui sont là dans les médias peuvent pas trop questionner Legault et la CAQ, peuvent pas trop challenger les décisions parce que c'est leur paye qui en dépend et la paye du boss aussi de ces médias-là. Donc, ils veulent pas nuire à personne. Puis de toute façon, si jamais ils le faisaient, probablement qu'ils ne resteraient pas en poste très longtemps. Ils vont se faire tasser, tout simplement. Tu sais, la question d'avoir fait le couvre-feu, d'avoir créé des tensions entre les vaccinés, les non-vaccinés, même aller jusqu'à dire qu'il ne voulait pas rencontrer une infirmière, il ne voulait pas se faire soigner par une infirmière qui pourrait être non vaccinée. C'est des affaires épouvantables à dire, pareil, quand on passe à ça. D'être en faveur de mettre les employés dehors parce qu'ils ne seraient pas vaccinés, qui appuierait les patrons dans cette avenue-là. Je pense que le gars, il était pas à bonne place quand il disait ces choses-là. Mais bon, comme je dis, de toute façon, probablement que ça va être enterré dans le coin, puis personne ne va en entendre parler, tout simplement parce que les médias n'en parleront pas. Ils vont cacher tout ça, puis ça sera pas plus long que ça. Le bilan de la CAQ, si on compare avec les promesses qui avaient été faites, je pense qu'on n'est pas pantoute dans le bon registre. On s'en va pas pantoute à la bonne place. Mais, comme j'ai dit, tout ça va être oublié par la plupart du monde. Tout ça va tomber mort, tout simplement, quand ça va être le temps des élections. Pourquoi? Ben parce que, premièrement, il a fait un chèque de 500 $ aux gens. Ben, un retour d'impôt déguisé en 500 $ sur le rapport d'impôt. Et cette semaine, il s'en va dire que s'il est réélu, il va y avoir un autre chèque de 500 $ de remis aux gens. Ça s'appelle acheter des votes, en tout cas dans ma tête. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire d'avoir dit ça, parce que je sais qu'il y en a qui poussent un peu là, au niveau de la loi sur les élections, là, le directeur général des élections, parce que c'est comme représenter quelque chose pour acheter des votes. Dire, ben, si tu votes pour moi, je vais te donner 500$. Ça peut être mal perçu, je pense, à certains niveaux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là également. Là, comment ils vont réagir avec ça. D'avoir mentionné ça de cette façon-là, c'est peut-être pas la bonne chose, encore une fois, mais il semble qu'il n'y a pas de façon directement qui trouve pour le faire, ce speech-là. Il y a de la misère à faire les speeches comme ça. Je voulais vous parler également... on parle des changements climatiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si pire que ça? Est-ce que... on a-tu vraiment plus chaud présentement que ce qu'on a l'habitude d'avoir plus chaud? Moi, je pense que non. Là, le printemps, il n'y en a pas cette année, tout simplement. On a eu quelques jours, puis c'est tout. Là. La balance est retombée, même cette semaine. On est à 5, 6, 7 degrés, je pense, la nuit. C'est vraiment pas très chaud le matin non plus quand les enfants partent pour aller à l'école. L'école, justement, est-ce qu'on rend nos jeunes paranoïaques à l'école en parlant de l'environnement, en parlant des pratiques qui devraient être faites? Je suis pas sûr que c'est sain pour nos jeunes non plus de faire ce qu'ils font à l'école. Cette semaine, je parlais qu'il fallait que je coupe un arbre pour... j'ai l'intention de faire un jardin, là. Puis il faut que je coupe un arbre pour enlever la souche, puis après ça, enlever la tourbe. Puis j'ai un de mes jeunes qui dit tu vas planter un autre arbre? Ben non, j'en coupe parce que j'en ai trop dans le cours, tu sais. Et puis là, il était comme tout surpris de ça. Fait qu'à l'école, ils sont mindés dans le sens que hey, si tu coupes un arbre, il faut t'en planter un autre. Tu peux pas faire ça, là, couper un arbre puis pas planter d'autres arbres. C'était comme lui, là, il était rentré dans sa tête, c'est rentré comme ça. OK, ça peut s'appliquer à plein d'occasions, mais en même temps, est-ce que c'est une obligation de faire ça? Est-ce que c'est si pire que ça au niveau de l'environnement, faire ce qu'on fait là? Puis moi, je pense que c'est plus dommageable de faire ce qu'on fait aux enfants à l'école. Puis ça, je parle juste au niveau environnemental, mais on pourrait parler au niveau syndical, au niveau patronal, qu'est-ce qui est dit dans les classes, qu'est-ce qui est reflété aux enfants. Je suis pas sûr que c'est des bonnes choses qui
qu'on mélange les syndicats à l'éducation, à nos enfants. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils se fassent une tête. Oui, ils peuvent se la faire quand ils auront l'âge de se faire une tête, mais présentement, on leur rentre dans la tête des choses que je pense qu'on ne devrait pas entrer de la façon dont ils le font. C'est simplement, comme j'ai dit, mon opinion, de toute façon. C'est pas une grosse étude scientifique, c'est mon opinion en date d'aujourd'hui qui peut changer demain ou après-demain ou la semaine prochaine, dépendant de ce que je vais lire, entendre et regarder. On parle également de la variole du singe qui est sortie il y a quelques semaines. Là, hier, c'était pas drôle. On a doublé le nombre de cas au Québec. On est rendu à 50 quelques cas au Québec. Oui, mais 50 quelques cas sur 8 millions de personnes. Et en plus, on parle que c'est une maladie qui se guérit toute seule. Autrement dit, il faut laisser passer le temps, puis c'est tout. Puis les complications sont plutôt rares dans le cas de la variole du singe. Donc, on semble vouloir faire peur aux gens. On parle encore d'un vaccin. Est-ce que c'est bon de penser à donner un nouveau vaccin encore pour la variole? Parce que c'est pas la variole du singe dont le vaccin qu'on parle, c'est le vaccin de la variole tout court, de ce que j'ai compris. L'ancien vaccin, qui ont arrêté de donner, je pense, qui parlait dans les années 70. Fait que, oui, il a sûrement fait ses preuves, mais en même temps, c'est une maladie qui se guérit tout seul, qui semble ne pas avoir beaucoup de conséquences et très, très, très rarement va être mortelle. Est-ce que c'est mieux d'avoir un nouveau vaccin ou ça va être pire d'avoir un nouveau vaccin? Je pense qu'on fait peur aux gens présentement encore. Je pense qu'on crée une certaine panique encore au niveau des vaccins, au niveau des maladies qui peuvent se propager. Les gens vont devenir de plus en plus méfiants l'un de l'autre. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution. Je pense qu'on devrait laisser aller les choses, revenir à ce qu'on était avant. Il y en avait autant des maladies. OK, la COVID est sortie, le virus, mais une fois qu'on le connaît, comme on le connaît présentement, puis qu'on va le connaître encore plus dans les prochains mois, dans les prochaines années, ben, je pense qu'on l'apprivoise, puis c'est tout, puis on va vivre avec. On va l'attraper une fois de temps en temps, puis ça va finir là. Il va mourir des gens, d'après moi, autant qu'il en mourait avant de la simple grippe. Probablement qu'on a peut-être eu des grippes qui pouvaient être de la COVID aussi, directement, mais qu'on ne connaissait pas comme étant la COVID. Comme je dis, c'est mon opinion. Donc, moi, je pense on va vivre avec, on va apprendre à vivre avec, puis il faudrait vivre avec et arrêter de diviser les gens, arrêter de faire 2-3 classes de personnes dans la province. Là, c'est complètement pas logique. Je pense qu'on devrait mettre de côté aussi la question pour les voyages, ceux qui ne sont pas vaccinés, les vaccinés, les non-vaccinés. Les non-vaccinés n'ont pas le droit de prendre l'avion encore. Bon, il y a plein de choses. Je pense qu'il serait temps que ça soit mis de côté et que ça soit changé. J'ai eu un petit courriel de Pierre Poilievre, je pense justement cette semaine, qui lui avait déposé un projet de loi en ce sens-là, là, pour redonner les droits aux non-vaccinés de voyager. Peu importe, autrement dit, le statut vaccinal, ça n'a plus d'importance et on redevient comme avant. Il y avait quelques affaires dans son projet de loi qui semblent peut-être vouloir s'aligner pour être adopté, mais c'est pas encore fait, là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. L'essence, l'inflation, les restos, c'est rendu, j'allais dire épeurant. Pas nécessairement épeurant, mais je veux dire, on ne sait pas où ça va s'arrêter. On ne sait pas comment ça va se régler non plus. Aller au resto, là, nous, on est 7 membres. On est allé manger dans un resto de sushi à volonté l'autre jour. Ça a coûté proche 150 pour les 7. Là-dessus, là, il y a 5 enfants. Il y a 2 adultes et 5 enfants, 13 ans et moins. Fait que, tu sais, faut vouloir aller manger au restaurant. Est-ce que ça va continuer comme ça? Parce que prendre 150$ par mois, mettons, pour sortir avec les enfants, ou je vous dirais, là, on est allé, oui, au sushi, il y en a qui vont dire, ouais, mais va ailleurs. Ben, si je vais au McDo, d'après moi, ça va coûter presque aussi cher d'aller manger au McDo pour les 7 que d'aller manger dans un restaurant à volonté où il y a du riz, il
il y a des nouilles chinoises, il y a toutes sortes d'affaires, et les sushis, puis à volonté, puis ils peuvent prendre plusieurs choses à la fois. Je pense que c'était quand même un bon compromis, mais je ne sais pas comment ça va s'en venir. Est-ce que ça va se limiter ou ça va continuer? L'épidémie a fait en sorte que beaucoup de restaurateurs ont fermé, ont abandonné, ont changé de vocation, ont fait plein de choses. Je pense qu'il va encore en fermer d'autres de toute façon prochainement parce que les subventions arrêtent. Les nouveaux bilans vont sortir, on va se présenter à la banque avec les nouveaux bilans. Est-ce que les banques vont rappeler les marges de crédit parce que les chiffres sont pas bons? Bon, on va le vivre là, dans les prochains mois, prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer? L'immobilier, ça commence à stagner à Québec pour la région. On retrouve des maisons qui vont rester un peu plus longtemps sur le marché. Oui, il y a encore certaines surenchères dans certains secteurs ou dans des propriétés distinctes, mais on commence à sentir que ça ralentit. Pas que ça va baisser. Moi, je crois vraiment pas que ça va baisser comme valeur, mais je pense que ça va stagner, ça va ralentir pour 2 ou 3 raisons. La première, selon moi, le gros problème de l'immobilier, c'est que les personnes âgées ne mettent plus en vente leur propriété. Ils ne veulent plus s'en aller en CHSLD ou en résidence de personnes âgées. Ils veulent rester chez eux pour ne pas se faire enfermer, comme les personnes âgées ont été enfermées dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Je pense que c'est pour ça que la roue a arrêté de tourner et les gens sont plus... gardent leur maison, ils ne veulent plus s'en aller, ils vont plutôt payer probablement faire l'entretien au lieu de s'en aller dans la résidence. Il y a probablement un certain moment donné, là, c'est comme tout le monde, la population en général. Il y a des gens à un moment donné qui vont dire bon, ben, c'est en arrière de nous autres, on y va, puis go. Bon, mais ça va se faire tranquillement, selon moi. Ça ne sera pas tout d'un coup que les personnes âgées vont dire ah, ben bon, c'est réglé, on s'en va en résidence. Fait qu'il y en a qui vont dire ben moi, je veux rien savoir, je vais mourir chez nous, je veux pas m'en aller en résidence. On va le voir ça aussi. Fait que on est dépendant, je pense, des personnes âgées présentement qui vont remettre leur propriété sur le marché. C'est ça qui va faire en sorte que le marché immobilier va repartir normalement et que les gens vont avoir un peu de choix au niveau d'acheter une nouvelle maison, au niveau d'acheter une propriété. Ben moi, je pense que c'est ça qui va faire un changement un peu quand la roue va se mettre à tourner de nouveau parce que les personnes âgées vont mettre leur maison en vente. Ben là, ça va créer un peu... probablement un engouement pour revoir des nouvelles propriétés. Bon, les prix, est-ce que ça va monter? Je ne suis pas certain que les prix vont monter comme ils ont monté. Ils vont continuer de monter, mais beaucoup moins sec, beaucoup moins rapidement. Je pense qu'on est à l'abri dans la région de Québec, de toute façon, selon moi, de prix qui tomberaient, qui descendraient. Je le dis depuis tout le temps, le prix dans la région de Québec est pas mal... standard, régulier, ce que ça coûte à bâtir, ben, c'est ce que ça vaut pour revendre. Alors que dans plein d'endroits, on va juste à Montréal, à Toronto, dans l'Ouest, ben, ce que ça coûte à bâtir, dépendant des endroits, ça peut aller à 3 fois puis 4 fois la valeur une fois construit. Ben, moi, selon moi, c'est ça qui n'est pas normal. Et c'est là que c'est dangereux, d'avoir une correction de marché. Par la bande, vu que, entre autres, la loi sur les banques est canadienne, ben, ça va probablement se répercuter un petit peu sur nous autres à cause de ça. Les critères de financement vont probablement changer et vont nous bloquer un peu de notre côté. À cause de ça, ils vont mettre les critères plus difficiles pour emprunter. Ça va probablement ralentir un peu notre marché, cette situation-là. Comme ça a fait il y a quelques années pour les condos, entre autres, ben, les banques, la loi sur la banque a changé. Et on a changé les critères d'approbation bancaire pour les financements hypothécaires. Puis ça a fait en sorte que le marché a ralenti au niveau des condos parce que la majorité des condos étaient achetés par des petits couples. Là, un gagne 35 000, l'autre 25 000. Bon, ça faisait en sorte qu'ils pouvaient emprunter un 225 000 à peu près. Puis avec les nouveaux critères, quand ça a sorti, ils pouvaient emprunter, je pense, 160 à la place. Grosso modo, là. Fait que ça a fait tomber ce marché-là. Ben, s'ils font la même chose au niveau résidentiel normal, puis qu'on voit les gens qui sont plus capables, qui n'ont plus la capacité d'emprunt comme on a aujourd'hui,
s'il abaisse cette capacité-là, ben, ça va faire en sorte que les gens vont être moins capables d'acheter. Les vendeurs vont moins être capables de vendre, fait qu'on va ralentir le marché. L'inventaire va monter probablement de maisons. Puis on va voir probablement stagner le prix un peu pour une couple d'années, le temps que tout ça se replace, que les personnes âgées, comme j'ai dit, remettent leur maison en vente, qui décident de s'en aller dans des résidences, qui reprennent confiance un peu au système. Ben, moi, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup dépendant de ça à ce niveau-là. L'immobilier va bouger beaucoup en fonction probablement des personnes âgées qui vont décider de s'en aller en résidence ou pas, qui vont étirer leur temps de garder la maison. Je pense que ça va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. La tuerie qu'il y a eu aux États-Unis, ils sont rendus, je pense, à 19 morts, je pense, de reliés à cette tuerie-là. C'est triste, ça, c'est évident, là. C'est pas. Je veux dire, on veut pas que ça arrive à nulle part, on veut pas que ça arrive à personne. Mais la vraie raison, est-ce que c'est les armes à feu en tant que telles la raison? Est-ce que c'est les armes de poing? Est-ce que. Peu importe, là, nommez-les, là, je ne suis pas un grand connaisseur en armes à feu non plus. Sauf que, est-ce que si on empêche les armes à feu d'être achetées, est-ce qu'on va ralentir ce marché-là? Je ne le croirais pas. Les gens qui font ces choses-là, la plupart le font avec des armes qui sont illégales de toute façon. Dans le cas de la tuerie des jeunes la semaine passée, je pense que les armes avaient été achetées légalement. Le jeune qui a tiré s'est acheté 2 armes. En ayant 18 ans, je pense qu'il est parti, s'est acheté des armes et des munitions. Lui, ça faisait quelques années, je pense qu'il avait en tête de faire une tuerie puis de faire ça. Bon, à ce niveau-là, est-ce que quand ce jeune-là a été rencontré pour ces problèmes-là, ces pensées qu'il avait, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre dans son dossier justement peut-être une restriction pour un certain nombre d'années pour l'achat d'armes à feu? Est-ce qu'il n'aurait pas acheté d'armes à feu, même s'il avait eu sa restriction-là? Il l'aurait peut-être acheté illégalement, tout simplement, peu importe par où il l'aurait acheté. Il l'aurait probablement acheté pareil, puis il aurait probablement fait son geste pareil. Fait que je ne sais pas la loi sur les armes à feu aux États-Unis versus celle au Canada que Justin Trudeau a changé cette semaine, qui va être plus contraignante au niveau des armes de poing. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Est-ce que ça va être moins pire? Personnellement, je ne croirais pas. Je pense pas que ça va changer. Je pense que le problème est pas mal plus profond que l'achat d'une arme. Je pense que le problème est plus au niveau de celui qui la tient que celui qui la vend. Donc, on va voir où ça va nous mener, ces événements-là. C'est sûr que c'est jamais le fun, même quand c'est pas chez nous, même quand c'est ailleurs. C'est jamais le fun d'entendre ça, quelqu'un qui est rentré quelque part, qui a tué des gens, encore moins des enfants, mais peu importe, enfants ou adultes, on comprend que ça se fait pas, puis personne n'est pour ça, là. Je pense que c'est clair. Quoi faire pour le régler? Je suis pas sûr qu'on est sur la bonne piste encore, mais j'ai pas vraiment de solution non plus. Et les solutions, moi, je pense qu'ils sont plus au niveau comportement mental des gens, là, les maladies mentales qui sont pas récupérées. Comme je vous dis, j'ai pas fait de grosses études là-dedans, j'ai pas vraiment de bonnes solutions à suggérer à ce niveau-là, mais je suis pas sûr que les armes vont corriger le problème. Je vous parle vite fait de la COVID. La COVID, d'après moi, c'est pas mal fini. Cette semaine, on a mis un terme, entre parenthèses, à l'urgence sanitaire au niveau provincial. Ils se sont gardés les droits à peu près pareils, là, mais ils l'appellent d'un autre nom. Ils ont changé les termes, mais c'est encore un autre, j'allais dire un racket, là. Quelque chose qu'ils ont bifurqué tout simplement pour ajuster, pour que ça passe dans les médias, puis que ça fasse pas de trop grosses vagues de toute façon. Ils se sont donné les mêmes pouvoirs à peu près jusqu'au 31 décembre, donc ça ne changera pas grand-chose directement, sauf que le nom, on n'est plus en urgence sanitaire, supposément, à partir de cette semaine. Qu'est-ce que ça va faire, la COVID? On nous avait prévenu qu'à peu près 80% des gens allaient garder leur masque, même s'il y avait
pas l'obligation de le porter. On nous avait prévenu que, bon, il allait se passer plein de choses. Des sondages qui disaient justement qu'il y avait au-dessus de 80%, je me souviens bien, des gens qui pensaient garder leur masque, même s'ils n'en ont pas besoin. De ce que je vois, moi, dans les épiceries, à peu près n'importe où on sort, j'en vois 1, 2, 3 dans une foule de je sais pas combien. La semaine dernière, on avait un tournoi de basketball avec les enfants et où on s'est présenté à l'école. Il y avait des estrades. Les estrades étaient pleines. Il y avait plein de monde. Puis je pense que j'ai vu 2 personnes avec des masques dans tout le monde qui était là. Même chose quand on sort, là, on va dans les épiceries, on va dans les magasins. On est surpris de croiser quelqu'un qui a encore un masque. C'est vraiment très, très, très rare les gens qui ont gardé le masque. Contrairement à ce qu'on avait dit au gouvernement, contrairement à ce qu'on avait dit dans les sondages, encore une fois, on prouve que soit qu'on manipule les sondages, ou soit que les gens répondent n'importe quoi. Mais ça m'a fait rire aussi, les sondages. On voit que c'est sur un échantillon de 1000 personnes. Donc, ça dépend qui on va sonder aussi. Hein? C'est facile de donner une avenue à un sondage quand on veut s'en aller avoir un tel type de réponse. Ben, c'est peut-être plus facile de le faire avec 1000 personnes qu'avec 100 000 personnes. On fait des sondages de 1000 personnes, puis on établit un barème pour la population complète. Je pense qu'on est encore là, plus dans le game, pas pantoute, là. Les sondages ne valent plus rien à ce niveau-là. Si on prend un échantillon de 1000 personnes, ben, je pense pas qu'on puisse faire un échantillonnage avec 1000 personnes sur 8 millions dans le Québec. Je vous parle de Jeff Fillion. Jeff Fillion qui a quitté la radio standard, qui s'est en allé sur Internet, qui ne se consacre plus qu'à l'Internet présentement, parce qu'avant, il a toujours gardé Radio Pirate, là, dès le départ, quand il a quitté Choix FM la première fois. Il avait parti Radio Pirate, ça a toujours fonctionné depuis ce temps-là. Et là, il est retourné directement sur Radio Pirate pour garder ses émissions en direct là-bas. Bonne idée qu'il a fait de prendre une émission qu'il appelle, lui là, Radio Pirate Live. C'est un peu la même émission qu'il faisait quand il était à Choix sur l'heure du midi. Je pense que c'est de midi à 1h30 sur Radio Pirate Live. C'est gratuit, pas besoin de payer. Fait que vous pouvez vous connecter. Vous avez accès à son émission. Il y a de la publicité comme il y avait dans la radio à Choix. Sauf que la différence, c'est que ceux qui s'abonnent ont droit à des podcasts qui sont faits plus tôt le matin un peu. Dans l'avant-midi, il est en direct sur Radio Pirate. Et il a des podcasts qui sont disponibles, autrement dit, qu'on peut écouter ou télécharger directement quand on est membre. Le membre n'est pas cher. Si vous le payez au mois, je pense que c'est 10$ par mois. Puis c'est quelque chose comme... je me souviens pas si c'est 100$ ou 110$ par année, quelque chose de même, là, pour avoir accès à tous les podcasts, autrement dit, payant, non payant, tout est là. Est-ce que c'est un bon move de Jeff Fillion? Personnellement, je pense que oui. Je pense que c'est un pas en avant pour justement montrer au gouvernement, montrer aux dirigeants qu'il y a autre chose que la radio standard qui est légiférée, qui a des lois contraignantes, ils ne peuvent pas mettre la musique qu'ils veulent, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, etc., etc., etc. Alors que sur le web, c'est bien différent. Et aussi l'avantage de pouvoir télécharger les émissions et les écouter n'importe quelle heure, n'importe quand, n'importe comment. Il se passe de quoi, on peut faire une pause et recommencer dans 1 heure. On va recommencer où on était. On n'aura rien perdu. Ça, ce côté-là, il est le fun comparativement à la radio standard. Est-ce que ça va me faire mourir la radio standard? Je pense pas. Parce qu'il faut quand même être équipé, soit du téléphone cellulaire qui va prendre les épisodes, soit par le Wi-Fi ou par cellulaire. Ça dépend des forfaits que vous avez.
mais c'est quand même rendu très abordable aussi au niveau des datas, là. Ça s'en vient de plus en plus abordable. Fait que ce côté-là, je pense, va gagner. Il a parlé également de peut-être commencer un nouveau média. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en tête. Je pense qu'il est en train de négocier des choses avec des gens. Et je pense que, vite comme ça, je ne suis pas certain, mais il a l'air d'avoir l'intention de partir soit un poste de radio ou un média complet, là. Internet, radio, TV. Il a parlé de ça à un moment donné, un peu comme Fox News aux États-Unis quand ils ont parti. C'est une autre voie qui ne prend pas les mêmes avenues et qui va plus challenger les dirigeants ou le gouvernement et va être plus la parole du peuple versus la parole du gouvernement. Je ne sais pas où ça va s'en aller exactement. Je l'ai juste entendu lui parler de ça. Est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont écouter cette sorte de média-là? Je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment embryonnaire, mais je pense que cet été, il travaille là-dessus. Il va probablement revenir à l'automne. Il semblait parler avec Adrien Pouliot, je pense. Peut-être pour s'en faire un allié, soit un collègue ou un associé dans ce projet-là. Et ils ont l'air à recruter des gens pour lancer quelque chose, peut-être pour concurrencer un petit peu Québécois sur une autre façon de voir les nouvelles ou une autre façon de voir l'actualité. Ça peut juste être bon pour tout le monde. Plus il y a de variété, mieux c'est. Et ça peut être bon pour questionner les dirigeants, questionner le gouvernement, avoir les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. C'est là qu'on a un problème, selon moi. Fait que, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'ai fait un petit 30 minutes à peu près. J'essaye de réduire le temps que je fais mes podcasts. Je pense que c'est dans les commentaires que j'ai, c'est peut-être celui qui revient, c'est que les podcasts sont longs, mais je sais que quand je commence à parler, j'arrête pas beaucoup. J'en aurais à dire encore, mais je vais plutôt refaire un podcast plus tard pour revenir un petit peu plus court encore, pour essayer d'en faire plusieurs au lieu d'en faire un long, de faire plusieurs podcasts par semaine. Et comme ça, ben, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus à me faire connaître qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe, qu'est-ce que vous aimeriez entendre, de quoi je pourrais parler. S'il y a des gens que vous aimeriez, peut-être que j'invite à jaser ensemble. Ben, faites-moi le savoir, ça va être bien apprécié, puis on va faire en sorte que ça va peut-être être plus intéressant encore une fois à ce niveau-là. Donc, gênez-vous pas. Vous savez comment me rejoindre, c'est facile. Vous avez les coordonnées dans le bas de l'écran ou tout simplement le mariolabreccourtier.net, mariolabreccourtier.net. C'est facile de me rejoindre là-dessus. mariolabrec.com également. Donc, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Et un gros merci et bonne semaine.